Donc, je suis Sylvain Connac, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paul Valéry à Montpellier et je fais partie, je représente un laboratoire qui s'appelle le LIRDEF, où je mène des recherches sur la prise en compte de la diversité des élèves. Et ça se passe entre autres par l'organisation de la coopération entre élèves. Et un des dispositifs qui permet d'organiser la coopération entre élèves, ce sont les discussions démocratiques dont participent les discussions à visée démocratique et philosophique. Et c'est sur cet objet très précis qu'on va pouvoir échanger cet après-midi, ce soir ou ce matin. Ça dépend où chacun d'entre nous on se trouve. La thèse qu'on va explorer, c'est que ces dispositifs-là sont des instruments d'éducation à la citoyenneté. Voilà. Et on va essayer de voir en quoi et comment proposer à des élèves des discussions de manière récurrente leur permet de développer des habiletés citoyennes. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est soit de prendre la parole directement, soit d'intervenir par le chat, mais auquel je n'ai pas directement accès. Ce n'est pas un souci puisque Jérôme s'est proposé de relayer ce que vous écririez, de manière à ce que je m'arrête pour repréciser un propos, pour répondre à une question ou pour réexpliquer autrement ce qui n'aurait pas été forcément bien clair. Voilà. Donc pour bien comprendre ce dont il s'agit, j'ai pris un exemple. Alors, je n'ai pas pris un exemple vidéo, j'ai pris un exemple retranscrit de morceaux d'extraits d'une discussion philosophique avec des CP-CE1 dans une école en éducation prioritaire. Donc, je vous laisse ce texte-là, je vous laisse le lire. Il y a 2 pages. Donc, voilà la première partie de la discussion. Donc, c'est la question qui a été le thème déclencheur de ces échanges-là, c'est le Père Noël existe-t-il? Sachant que c'est une discussion qui a eu lieu au mois d'octobre. Donc, deuxième partie de la discussion. Donc, voilà l'objet pédagogique qu'on va étudier du point de vue de ses intentions, du point de vue des théories qui sont un peu cachées derrière, et puis du point de vue surtout des manières de l'organiser, ce qu'on appelle la dimension praxéologique de la pédagogie. Donc, ce que j'ai prévu là dans mon intervention, c'est alors je vais descendre ça ici, de répartir mon propos en 5 parties. Qu'est-ce que ça signifie de penser de manière philosophique? Comment on organise démocratiquement une DVDP? Alors DVDP, ça signifie discussion à visée démocratique et philosophique. La troisième partie, c'est comment on organise une DVDP d'un point de vue philosophique, parce qu'il ne suffit pas que ce soit démocratique pour que ce soit philosophique.
Et puis, on terminera par ce qui est le thème de cette semaine, c'est-à-dire le lien entre discussion à visée démocratique et philosophique et éducation à la citoyenneté. Voilà. Alors, je parle devant vous aujourd'hui en lien avec la chaire UNESCO de philosophie avec les enfants, qui est animée par Edwige Chirouter et qui a été créée il y a moins d'une dizaine d'années. C'est-à-dire que la philosophie avec les enfants, c'est quelque chose d'assez récent dans les idées pédagogiques et qui s'est développé au départ aux États-Unis par l'intermédiaire d'un philosophe et pédagogue qui s'appelle Matthew Lipman. Voilà. En France, c'est quelque chose qui s'est surtout développé par l'intermédiaire de Michel Tozzi, qui était mon directeur de thèse, et c'est une des raisons pour laquelle je m'autorise à vous en dire 2 mots ce soir. Alors, notre première préoccupation, c'est qu'est-ce que signifie que penser de manière philosophique? Alors, ça part du principe qu'il ne suffit pas de penser pour que ce soit une pensée philosophique. Et donc là, au niveau des références théoriques, il y a deux sources principales. La première, c'est celle qui met en avant la notion de pensée critique. Serait philosophique une pensée critique? Et la pensée critique s'appuie sur quelque chose un petit peu plus large que l'on nomme, en fonction des écoles, soit la pensée d'excellence, soit la pensée complexe. Voilà. Et donc, penser par soi-même serait développer de la pensée d'excellence ou de la pensée complexe, et ça passerait par une forme très particulière de modalité de pensée qui serait la pensée critique. Et Matthew Lipman, donc, la détermine à partir de ces 4 repères. Il y aurait, d'après ses travaux, pensée critique lorsqu'il y aurait logique, critères, étayage et autocorrection. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la seule entrée sur ces questions-là. L'autre entrée, plutôt utilisée en France, c'est la notion de pensée réflexive. Et c'est une notion qui est plus en phase avec, on pourrait dire, la tradition philosophique française et qui a été développée et adaptée aux élèves et aux enfants en particulier par l'intermédiaire des travaux de Michel Tozzi, qui est professeur de philosophie, chercheur en sciences de l'éducation et didacticien de la philosophie. Alors, ça paraît, quand on ne s'y connaît pas au début, moi je me disais, ben, c'est normal qu'il y ait de la didactique de la philosophie, c'est-à-dire pour penser les conditions les meilleures de transmettre justement les contenus philosophiques. Mais c'est loin de, le fait de penser de la didactique de la philosophie est loin de faire consensus dans la communauté des enseignants de philosophie, parce que la thèse dominante, c'est de dire que la philosophie est sa propre didactique et qu'il suffit de se montrer en train de penser de manière philosophique devant des élèves pour qu'il y ait une forme de mimétisme qui apparaisse et que les élèves comprennent ce qu'est qu'un engagement à caractère philosophique. Ce n'est pas du tout la thèse qui est développée par Michel Tozzi, principalement parce qu'il pense que l'accès à la philosophie est possible dès le plus jeune âge, un petit peu à la manière de Platon, qui, sur l'agora, apostrophait un petit peu toutes les personnes qu'il croisait pour développer ce que lui a appelé des approches maïotiques, c'est-à-dire le fait de pratiquer une forme de questionnement qui vise à aider les personnes d'accoucher de leur propre entendement. Alors, ce qu'on entend par pensée réflexive, c'est derrière, il y a l'image du miroir, la métaphore du miroir. C'est-à-dire que penser de manière réflexive, ça serait arriver à prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on vit soi-même et de se voir, de s'entendre, de s'écouter en train de penser. Voilà. Alors, de manière plus didactique, penser de manière réflexive, ça serait articuler les processus intellectuels de l'acte de philosopher, et on le verra un peu tout à l'heure, ces processus intellectuels arrivent à se décliner de 3 manières différentes: argumenter, problématiser et conceptualiser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une question philosophique? Alors, il y a plein de travaux là-dessus. Je vous donne ceux d'un philosophe américain qui s'appelle Turnbull et qui donne cette matrice-là. Cette matrice me semble intéressante parce qu'elle ne met pas en avant les seules questions existentielles.
souvent on se dit est philosophique ceux qui interrogent le sens de l'existence. En fait, pas du tout, ou en tout cas pas seulement, puisque des questions à caractère épistémologique, par exemple, qui a décidé que le S, la lettre S, marquait le pluriel? Voilà, ça c'est une question à caractère épistémologique et qui peut avoir des entrées à dimension philosophique. Donc des questions à caractère métaphysique, des questions à caractère éthique, sur éthique ou morale, hein, c'est-à-dire sur les bonnes façons, entre guillemets, de se comporter avec d'autres ou au sein d'une société, les questions à caractère politique, et puis des questions qui surprennent très souvent des enfants, ce sont des questions à caractère esthétique, c'est-à-dire la différence entre le beau et le laid, par exemple. Voilà. Donc, on peut partir de questionnements à caractère philosophique pour lancer une DVDP, mais ce qui attribue un caractère philosophique aux échanges, ce n'est pas la question. Ce sont les modalités de traitement de cette question. Alors pour le dire autrement, on le verra un peu tout à l'heure et on l'a vu dans l'exemple introductif, la question « le Père Noël existe-t-il » n'est pas une question philosophique. Mais la manière dont on la traite fait que ça peut devenir quelque chose qui a des résonances philosophiques dans l'entendement des enfants. Alors, comment on organise démocratiquement une DVDP? Alors, je vais donner quelque chose d'assez clair, d'assez précis. Il faut savoir que ce n'est pas la seule manière d'organiser une discussion philosophique. Quand j'ai réalisé ma thèse de doctorat sur ce sujet, on a pu faire une collection de 5 grandes façons différentes de concevoir la philosophie avec les enfants. Là, je vous en présente une. Alors, pourquoi celle-là et pas les autres? Parce que c'est celle qu'on a eu la chance de pouvoir développer avec Alain Delsol en école maternelle et Michel Tozzi, qui m'a accompagné alors que moi j'étais professeur des écoles en éducation prioritaire, avec des enfants en cycle 2 et cycle 3. Alors ça prend cette forme-là. Donc la forme d'une discussion, c'est un cercle. Donc, ça peut se faire dans la salle de classe ou dans une salle autre de l'école. Pourquoi le cercle? Parce que c'est la meilleure façon que tous les participants puissent se voir. Alors, la première caractéristique de cette organisation démocratique, c'est qu'il y a des fonctions différentes. Alors, la fonction principale, c'est celle de discutant, le DEL. Qu'est-ce que c'est qu'un discutant? C'est un élève qui va participer à la discussion. Voilà. Et il y a d'autres fonctions qui vont servir à encourager et à organiser la dimension soit démocratique, soit philosophique des échanges. Alors pourquoi on a introduit ces fonctions avec Alain Delsol et Michel Tozzi? C'est parce qu'on s'est aperçu qu'organiser des discussions avec 25 ou 30 enfants, c'était très compliqué. Très compliqué dans le sens de rendre accessible la parole à tous les élèves. Et donc, on a cherché un moyen de réduire le nombre d'élèves qui participaient aux discussions sans pour autant couper la classe en deux. Voilà, parce que tous les enseignants n'ont pas la possibilité de faire des demi-groupes. La difficulté à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait des élèves qu'on fait sortir de la classe. Donc, on a eu cette idée qui est issue des pédagogies de la coopération, d'introduire des fonctions, de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de fonctions, de telle manière que la discussion puisse être proposée à 2 reprises avec une rotation des fonctions. C'est-à-dire ceux qui sont discutants lors de la première discussion occupent une fonction autre la fois d'après, et ceux qui avaient une fonction autre la première fois deviennent discutants la deuxième fois. De telle manière que tout le monde est discutant sur le même sujet et tout le monde participe à l'organisation de la discussion. Alors, quelles sont ces fonctions? Alors, la fonction de président de séance. Le président de séance, c'est un élève volontaire qui fait respecter les règles. Donc, les règles d'une discussion philosophique, je peux peut-être vous les montrer de suite. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Hop, voilà. Les règles de la discussion philosophique rituelle qu'on utilise sont celles-là. On ne se moque pas. On écoute celui qui parle.
En tant que président, je donnerai la parole en priorité à ceux qui ont le moins parlé. Les gêneurs de froid ne pourront plus participer. Et puis, on a rajouté récemment une autre règle de fonctionnement, c'est qu'on a le droit de se taire. On a le droit de se taire. Donc ça, c'est ce qui est utilisé par un enfant président. En plus de président, on s'est aperçu que c'était intéressant qu'il y ait des reformulateurs. Alors la plupart du temps, il y en a 2 ou 3. Un seul, c'est difficile pour cet enfant-là. Alors le principe du reformulateur, c'est donc de reformuler, c'est-à-dire répéter selon sa compréhension et avec ses mots les idées qui ont été énoncées par un copain ou une copine. Et à quoi sert la reformulation? Pour celui qui voit ses propos reformulés, ça lui permet de se rendre compte que quelqu'un a compris ce qu'il a voulu dire. Et pour tous les autres discutants, ça a pour intérêt de ralentir le flot d'idées qui circulent au sein de la discussion et donc de conserver l'enrôlement d'un maximum d'élèves. Donc voilà pour les reformulateurs. Ensuite, on a besoin d'un synthétiseur. Un synthétiseur, c'est un élève qui prend des notes ou fait un dessin pour des enfants qui n'arrivent pas encore bien à écrire et qui prend la parole 2 fois en tant que synthétiseur dans la discussion. Une première fois à la moitié de la discussion pour faire un premier bilan des grandes idées qui ont été partagées et une deuxième fois, une fois que la discussion est terminée. Alors ensuite, il peut y avoir un scribe. Une fois, on l'appelle un journaliste aussi. C'est un enfant qui est au tableau et qui fait à peu près la même chose que le reformulateur et le synthétiseur et qui note à la vue de tout le monde ou qui dessine ou qui fait une carte mentale ou un sketchnoting, s'ils sont formés à ça, des principales idées qui sont présentées. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y ait des élèves qui ne participent pas à la discussion et qui sont observateurs. Et ces observateurs, ils ont pour intérêt d'aider les discutants à prendre de la distance par rapport à leurs habiletés à la fois démocratiques et philosophiques. Donc, je peux vous montrer ce que ça donne comme grille d'observation. Alors, je le retrouve, voilà, une grille d'observation que l'on peut distribuer à des élèves observateurs. Alors, le principe n'est pas d'observer les comportements, pas du tout, hein, ni les manières de s'habiller ou de se comporter, c'est pas du tout ça. Le principe de l'observateur n'est pas non plus de faire un retour sur la correction des idées ou des paroles qui ont été partagées au groupe, pas du tout. Le principe d'une observation, c'est de faire un retour sur le recours aux habiletés de pensée. C'est-à-dire, quel est le nombre de prises de parole, quelle est la posture générale, bon, ça, à la limite, c'est factuel. Et ensuite, quelles ont été les questions qui ont été posées, quels arguments utilisés ont été présentés au groupe, quelles définitions ont été proposées au collectif. Et puis, c'est intéressant que les observateurs fassent un retour un peu qualitatif aux discutants, c'est-à-dire quelle est la principale force qui est apparue et quel est le conseil précis que l'on peut formuler pour la prochaine discussion. Donc voilà le rôle des observateurs de discutants. Alors, il peut y avoir des observateurs de reformulateurs, il peut y avoir un observateur de président, et il manque une fonction, c'est celle d'animateur. Alors l'animateur, c'est une fonction qui, dans l'écrasante majorité des situations, est gérée par l'adulte, par l'enseignant qui est présent, ou par l'intervenant qui propose cette activité. Mais c'est dommage que ce ne soit pas l'enseignant qui occupe cette fonction d'animateur. Le principe de l'animation, ce n'est pas d'orienter la discussion en fonction de ce que l'on souhaite que les enfants pensent ou disent. Le principe de l'animation, c'est d'aider les élèves à rentrer dans une pensée à caractère réflexif. Voilà. Donc on verra un petit peu tout à l'heure quels sont les leviers qu'un animateur peut utiliser pour que la discussion n'ait pas uniquement qu'un caractère démocratique, c'est-à-dire qu'il se contente de donner la possibilité d'un accès à la parole à tous les enfants.
Ça serait la démocratie, mais une discussion à visée démocratique et philosophique a aussi une ambition du côté du penser par soi-même. N'hésitez pas à me dire, Jérôme, s'il y a besoin de revenir sur tel ou tel point. Alors il y a trois, Oui, oui. il y a trois, il Il y a n'y a pas trois de questions questions. pour l'instant. Bon, je ne suis pas un très bon animateur alors. Donc il y a trois questions qui me sont posées très souvent sur cette organisation, c'est-à-dire quelle fréquence dans la classe, quelle durée pour la discussion, et puis quelle source de questionnement. Alors, alors il n'y a pas de réponse définitive à chacun de ces éléments. Concernant la fréquence, ce que je pourrais dire, c'est que s'il n'y en a pas assez, les discussions philosophiques n'ont quasiment aucun effet. C'est-à-dire que si ça ne rentre pas dans les habitudes scolaires des élèves, ils vont pas pouvoir en profiter pour développer des habiletés démocratiques, citoyennes ou réflexives. C'est-à-dire que la fréquence qui permet justement à la fin d'une année scolaire de voir des élèves grandir de ces points de vue-là, c'est au moins une fois tous les 15 jours ou tous les 3 semaines. Voilà. De manière à ce que, au-delà de la découverte, au-delà du test pour essayer de voir un peu et de se rendre compte de la solidité du dispositif, de pouvoir y trouver ses marques et devenir de plus en plus autonome dans ces façons d'appréhender un certain nombre de sujets. La durée d'une discussion, elle est variable selon l'âge des enfants. En école maternelle, une discussion démocratique, une discussion philosophique et démocratique, c'est entre 15 et 20 minutes. Pas plus si on veut conserver la participation d'un maximum d'enfants. Pour les personnes qui sont intéressées, pour voir ce que ça peut donner qu'un travail philosophique avec des enfants en maternelle, il existe un film documentaire qui s'appelle « Ce n'est qu'un début » et qui montre l'évolution d'une classe d'enfants qui ont été suivis entre l'année de moyenne section et celle de grande section de maternelle, avec une enseignante qui leur proposait de manière hebdomadaire un atelier de philosophie. Voilà. Et le réalisateur donne à voir ce que les enfants disent au fil de ces 2 années, et puis ce qu'ils en font aussi à la maison. Donc voilà, et on voit dans ce film, la maîtresse, elle utilise comme rituel de démarrage de l'atelier de philosophie une bougie qu'elle allume au début et qu'elle éteint à la fin. Et on voit que ces discussions ne dépassent pas 20 minutes. Voilà. Avec des adolescents ou des adultes, c'est maximum 1 heure. Alors on peut très bien aller au-delà. Même avec des enfants maternels, on peut aller au-delà de 20 minutes. Mais plus on force la durée et l'engagement intellectuel est très fort pendant ces discussions, plus on prend le risque de décourager et de perdre un certain nombre de participants. Donc avec des élèves en école élémentaire, c'est 30-35 minutes. Des CM2, ça peut être 40 minutes. En collège et lycée, ça peut être 40-45, 1 heure grand maximum, pour faire en sorte justement de conserver la dimension dialogique et réflexive des échanges. Et puis à partir de quoi on enclenche une discussion philosophique, c'est-à-dire quelles sont les sources de questionnement possibles quand on est enseignant. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Et à partir des travaux de recherche que j'ai pu mener, il y a plusieurs possibilités et quelque chose à éviter. Alors, le levier le plus souvent utilisé, et c'est l'objet des travaux de recherche d'Edwige Chirouter, ce sont les albums de littérature de jeunesse, qui, comme vous avez pu le voir depuis quelques années maintenant en arrière, ont énormément avancé du point de vue de l'inférence des textes, c'est-à-dire qu'on trouve rendu accessible pour tous les âges des supports de littérature qui ne donnent pas tout à penser aux enfants. Et c'est justement parce que tout n'est pas donné à penser aux enfants qu'il y a matière à philosopher.
Donc, il y a tout un tas de collections, mais chez tous les éditeurs, on trouve, avec tout un tas de thèmes différents, des supports qui sont extrêmement porteurs. Alors, peut-être que le plus connu, c'est un album de littérature de jeunesse qui s'appelle Yacouba, et qui s'intéresse au rite initiatique d'un jeune Africain qui doit tuer un lion pour devenir un guerrier. Et au cours de sa chasse au lion, qui est extrêmement difficile, il se retrouve confronté à un dilemme moral qui est de se retrouver face à un lion qu'il a la possibilité de tuer pour devenir un guerrier, mais il lit dans le regard de ce lion que ça lui sera très facile parce qu'il est complètement épuisé. Et donc, la difficulté que doit dépasser ce jeune guerrier Yacouba est de dire soit je tue ce lion et je deviens un guerrier aux yeux de mes pairs, mais sans le moindre courage, soit je le laisse vivre et je prends le risque de ne pas devenir guerrier auprès de ma famille et dans mon village. Alors, je ne vous dis pas la fin de l'album, vous verrez. En tout cas, c'est intéressant de s'arrêter dans la lecture de l'album à ce moment-là avec des enfants et de leur demander, voilà, si toi tu étais à la place de Yacouba, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tues le lion de manière à pouvoir devenir un guerrier et être reconnu comme étant quelqu'un de solide? Ou est-ce que, au contraire, tu le laisses vivre, mais tu vas être condamné à avoir une fonction complètement dévalorisante au sein de ton village et pendant toute ta vie? Voilà. Et à partir de cette discussion et de ce déclencheur, on va pouvoir aborder la question du courage, qui est une notion philosophique extrêmement porteuse. Une deuxième source de questionnement, ce sont des œuvres d'art, quelles qu'elles soient, et pas uniquement pour travailler les questions à caractère esthétique. Donc là, on peut puiser dans ce que des enfants font, dans ce que des enfants apportent, par exemple lors d'un quoi de neuf, ou de ce que l'on trouve à travers une visite, ou plus largement dans les sources de banques artistiques. Ce qui peut démarrer aussi une discussion à visée philosophique, ce sont des questions que des enfants posent directement. Alors, ce qu'on voit très souvent dans les classes, ce sont des boîtes à questions ou des cahiers de questions. Hein, ce n'est pas l'objet boîte qui est intéressant. De manière à ce que les enfants soient invités à noter toutes les questions qui se posent. Et là, c'est intéressant de se servir de ce matériau pour distinguer trois types de questions que des enfants peuvent poser. Les questions encyclopédiques, les questions démocratiques et les questions philosophiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une question encyclopédique? C'est une question donc, dont la réponse intéresse les enfants, mais à laquelle on peut trouver des réponses dans des supports encyclopédiques. Voilà, Wikipédia, des manuels scolaires, des dictionnaires ou autres. Et donc, ça peut rentrer dans une séquence d'enseignement prévue à cet effet. Deuxième type de questions que des enfants peuvent poser, ce sont des questions démocratiques, c'est-à-dire sur le fonctionnement de la vie de la classe, avec des enfants qui font des propositions ou qui posent des questions du style « est-ce qu'on a le droit de boire en classe ?» ou « est-ce qu'on a le droit de se lever ?» ou est-ce qu'on peut interdire aux enfants de se déplacer dans la classe ou de parler trop fort? Voilà. Alors ça, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes parce que sans réponse, ça joue sur la détérioration du climat scolaire, mais qui trouvent une réponse par l'intermédiaire des conseils coopératifs d'enfants. La philosophie n'est pas en mesure de pouvoir apporter des réponses à ce type de questions. Et même ce qui est propre à la philosophie, c'est justement de ne pas être en mesure de pouvoir apporter une seule réponse à une question. Et toutes les autres questions qui se trouvent dans cette boîte-là, c'est-à-dire qui ne sont ni des questions encyclopédiques ni des questions démocratiques, deviennent des questions à caractère philosophique et qui peuvent devenir des déclencheurs de discussion. Donc ça peut se faire par un suffrage. Alors c'est intéressant de faire ce qu'on appelle des suffrages non exclusifs. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux enfants de voter pour savoir si cette question les intéresse ou pas, mais on leur donne la possibilité, et c'est la caractéristique d'un vote non exclusif,
de voter autant de fois qu'ils veulent, de telle manière qu'à la fin, la question qui est retenue pour la discussion est celle qui intéresse un maximum d'enfants, et pas uniquement une petite minorité, ou le plus selon le suffrage. Ce qui existe aussi, alors ça c'est l'école belge de la philosophie avec les enfants, ce sont des dilemmes moraux, c'est-à-dire des situations paradoxales dans lesquelles on place les enfants et face auxquelles ils doivent se prononcer. Alors, le dilemme moral le plus connu et qui a beaucoup été étudié, c'est ce qu'on appelle le dilemme de Heinz, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et qui consiste à suivre la difficulté d'un homme qui vit avec son épouse malade, est tellement malade que pour ne pas mourir, elle a besoin de médicaments. Et lorsque cet homme se rend à la pharmacie pour récupérer ses médicaments, le pharmacien lui donne une facture qui est trop élevée pour les moyens financiers de cet homme. Il ne peut pas payer le médicament. Donc, il se retrouve face à ce dilemme moral. Est-ce que je rentre chez moi et je dis à mon épouse qu'on n'a pas les moyens financiers d'acheter ce médicament et je l'accompagne jusqu'à son décès? Ou est-ce que je commets quelque chose qui est moralement répréhensible, c'est-à-dire je vole le pharmacien et de manière à pouvoir sauver mon épouse. Donc ça, c'est le dilemme de Heinz, mais il existe tout un tas d'autres dilemmes sur des enjeux plus enfantins. Je ne sais pas si vous connaissez la petite série qui passe sur France 5, qu'on retrouve beaucoup sur les chaînes de vidéos en ligne, qui s'appelle le Miss Question, et qui propose aussi en 6 minutes des petits dilemmes moraux sur lesquels les enfants peuvent se positionner. Donc là, on a 4 sources de questionnement possibles qui vont être extrêmement intéressantes pour pouvoir engager une discussion philosophique, c'est-à-dire pour pouvoir mobiliser la curiosité et la participation des enfants. L'attention sur laquelle je vais insister maintenant, c'est le fait de ne pas utiliser des situations qui ont un caractère affectif important, ce qu'on appelle des événements sensibles. Je dis ça parce que c'est arrivé plein de fois où des enseignants non avertis, bien évidemment, c'est pas fait de manière consciente, qui organisent des discussions philosophiques suite, par exemple, à une bagarre dans une classe. Ou des discussions philosophiques qui sont organisées sur la mort, alors qu'un enfant en quoi de neuf vient d'expliquer qu'un animal domestique vient de décéder, ou un proche dans la famille. Ou même plus récemment, dans notre actualité, il y a eu cet assassinat scandaleux de Samuel Paty qui s'est déroulé avant les vacances d'automne. Et à un moment donné, sur les réseaux d'enseignants, il était question d'organiser des discussions philosophiques autour de cet événement-là. Et on s'est aperçu que c'était très problématique que de demander aux enfants qui devaient faire face à tout un tas d'affects débordants liés à ces situations, en plus d'essayer de traiter ces informations de manière rationnelle et raisonnable. Donc, le plus simple, c'est d'éviter d'utiliser comme source de questionnement philosophique quelque chose qui touche affectivement des enfants dans la classe, de manière à pouvoir aider un maximum d'entre eux à basculer dans des préoccupations à caractère réflexif sans être parasités par leurs émotions. Et donc, cette précaution-là, elle donne la possibilité, quand on organise ça de manière rituelle, d'aborder tous les sujets qui se présentent à l'entendement réflexif. Donc, comment on organise, je dirais, d'un point de vue temporel, une discussion? Donc, il y a le temps d'installation. Si on utilise un album de littérature de jeunesse, il y a le temps de lecture de l'album. On s'arrête au moment opportun. Alors, le moment de lecture, ce n'est pas uniquement une lecture offerte. C'est important que tous les enfants comprennent un petit peu l'enchaînement des situations. Et c'est intéressant
et d'une, de les faire reformuler ce qui s'est passé, et de deux, de les faire verbaliser ce que l'auteur du texte ne dit pas forcément et qui est nécessaire à la compréhension des comportements. Ensuite, ouverture de la discussion par le président. Donc, les fonctions changent à chaque fois. Hein. L'énoncé des règles, on en a parlé tout à l'heure. La désignation de tout ce qui de fonctions comme reformulateur, synthétiseur, scribe et observateur. Rappel du thème ou de la question de départ par l'animateur. Rappel des exigences philosophiques, on en parlera tout à l'heure. Et puis la discussion en tant que telle. Donc là, je suis parti sur une discussion avec des élèves en cycle 3, pour une discussion qui durerait 25 minutes. C'est intéressant de la faire démarrer par un tour de parole, de manière à ce que chacun ait la possibilité, au moins une fois dans la discussion, de donner son avis. Donc on fait un tour de parole et la discussion distribuée par le président ne commence qu'à la fin de ce tour de parole. Ce qui est intéressant aussi en lien avec la règle qu'on a le droit de se taire, c'est de donner la possibilité aux élèves de passer leur tour. Voilà. Ce qui ne les prive pas plus tard de demander la parole. Et ils sont même prioritaires dans la prise de parole puisqu'ils n'ont pas pris lors du tour initial. Donc ensuite, une succession de prises de parole. 5 minutes avant la fin, la même chose qu'au début, c'est-à-dire on termine la discussion non pas par la solution qui a été trouvée, mais par la possibilité donnée à chacun, et c'est en ça que c'est démocratique, de donner son avis au moins une fois avant de terminer. Et puis, synthèse par le synthétiseur. Et les 10 dernières minutes sont réservées au bilan avec une prise de parole de chaque observateur, une prise de parole de bilan de chaque participant. Si vous connaissez ou si vous pratiquez les bilans météo, c'est intéressant de le faire à ce moment-là. Et puis, si l'album n'a pas été lu dans sa totalité, de faire, cette fois-ci en lecture offerte, la fin de l'histoire aux élèves. Voilà. Donc, c'est intéressant de confier à des élèves qui ont des fonctions, notamment au président de séance, ce qu'on appelle des maîtres mots, c'est-à-dire des phrases rituelles qui sont utilisées, quelles que soient les discussions et quelles que soient les fonctions qui sont investies par les élèves. Ces maîtres mots ont une dimension démocratique parce qu'ils facilitent l'accès à ces fonctions par tous les enfants du groupe. Alors, qu'est-ce que c'est que d'organiser de manière philosophique une discussion à visée démocratique et philosophique, sachant que, je le répète, il ne suffit pas que ce soit démocratique pour que les élèves développent de la réflexivité. Alors, qu'est-ce que c'est que de la réflexivité? C'est le fait, par exemple, ça on le repère assez facilement, d'apprendre à ne pas être systématiquement d'accord avec le dernier qui a parlé. Un autre exemple, c'est le fait d'apprendre à demander à une personne qui assène une affirmation, de lui demander soit les arguments qui le poussent à cette affirmation, soit les sources sur lesquelles il s'appuie. J'ai assisté il n'y a pas longtemps à une discussion où c'était en collège, en 5e, où à un moment donné, un élève, à cette phrase-là, que moi j'entends très souvent, des chercheurs ont dit que. Et immédiatement, une de ses camarades a demandé la parole et lui a demandé quels étaient les chercheurs sur lesquels il s'appuie pour affirmer son argument, de manière à ce que cet argument-là ne soit pas uniquement un argument d'autorité. Donc, de manière un peu plus large, penser de manière philosophique, c'est pas seulement dire ce que l'on pense, mais c'est faire l'effort systématique de penser ce que l'on veut dire. Alors, le penser, certes, mais de quelle manière? Alors, c'est là où je m'appuie sur les travaux en dialectique de la philosophie de Michel Tozzi, donc, qui propose une matrice de 3 exigences intellectuelles: la conception, la problématisation et l'argumentation. Et le principe d'une pensée à caractère philosophique, ce n'est pas de conceptualiser, puis de problématiser, puis d'argumenter, mais c'est d'arriver à combiner de manière, on pourrait dire, intelligible et avec du sens, ces exigences intellectuelles en fonction du propos que l'on développe.
Lorsque j'ai eu la possibilité d'étudier en suivant pendant 3 années pleines le développement de pensée réflexive chez des enfants en école élémentaire en éducation prioritaire, je me suis aperçu que c'était difficile pour tous les enfants, mais que ça devenait possible pour certains lorsque les DVDP étaient proposés de manière fréquente dans la classe et à partir de la 2e année d'exercice fréquent. C'est-à-dire que ce n'est pas immédiat, hein, ces choses-là. C'est de la pensée réflexive quand on est enfant, c'est possible, mais ça s'apprend. Alors, conceptualiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie essayer de mettre le même sens derrière les mots importants que l'on utilise. Essayer de préciser ce qui est pareil et différent, de faire des distinctions conceptuelles. J'ai mis un exemple ici d'un verbatim issu d'un corpus de recherche, justement autour de Yacouba, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc un élève qui dit « je pense qu'il n'a pas eu de courage déjà, il a déjà eu assez de courage parce qu'il y est allé pour essayer de le tuer, donc il ne faut pas dire qu'il n'a pas eu de courage ». Et là, l'enseignant qui est là, donc l'animateur intervient, il dit « il y en a plein qui utilisent le mot courage, il serait bien qu'on essaie de donner une définition à ce mot ». Donc là, on voit bien que là, dans cet extrait, ce n'est pas les enfants qui d'eux-mêmes demandent un travail de conceptualisation, mais des enfants qui sont habitués le font d'eux-mêmes. Et donc, une élève qui s'appelle Milena répond, courage, ça veut dire, je vais donner une définition ou un exemple, ça veut dire en fait, c'est par exemple, quand le maître, il nous dit courez, courez pour s'entraîner pour le truc du collège, ben, on fait le courage de courir. Donc là, c'est un premier effort de conceptualisation, mais qui se fait par le biais le plus simple, c'est-à-dire l'exemple. Et Taleb, lui, intervient avec quelque chose de beaucoup plus distancié. Pour moi, je veux dire qu'on a du courage, et je ne suis pas d'accord avec Mélana. Par exemple, quand on va te dire d'attraper quelque chose que tu n'aimes pas, par exemple un serpent, si on te dit de tuer un serpent, on te demande d'aller le tuer, et tu le tues, ça c'est du courage. Donc c'est un niveau de conceptualisation qui est un petit peu plus élevé, et qu'on appelle un contre-argument. La deuxième grande famille de l'exigence intellectuelle, c'est la problématisation. Problématiser, c'est chercher où il y a un doute. Voilà. C'est chercher pourquoi ce qui est affirmé n'est pas universel. Où sont les non-évidences? Voilà. C'est essayer de rentrer dans ce qu'Edgar Morin appelle de la pensée complexe. C'est-à-dire de voir que par rapport aux questions que l'on se pose, il y a toujours des zones d'incertitude. Et problématiser, c'est arriver à mettre le doigt sur ces zones d'incertitude. Donc, les enfants sont en mesure de pouvoir problématiser de diverses manières. Là, c'est autour de l'allégorie de la caverne de Platon. Une élève là, qui s'appelle Ayat qui dit « Je voulais poser une question moi aussi. Pourquoi l'homme qui s'est libéré, pourquoi il n'est pas resté avec ses amis? Pourquoi, puisqu'ils étaient depuis l'enfance avec lui ?» Voilà une forme de problématisation qui interroge justement la sortie de la caverne par ce personnage. Puis la troisième exigence, c'est l'argumentation. Argumenter, c'est donner les raisons pour lesquelles on pense ça et pas le contraire. C'est chercher à présenter, si on le peut, des preuves, mais c'est extrêmement difficile, sinon des éléments qui déterminent ce qu'on appelle des vraisemblances. Donc le premier niveau d'argumentation, c'est l'exemple. Le niveau le plus avancé de l'argumentation, c'est la thèse universelle. Donc voilà, le principe, c'est, là je mets une citation d'un texte de Michel Tosi, c'est une fois de plus, c'est pas que les élèves de Magnier passent d'une exigence à une autre à travers la discussion, mais qu'à travers nos interventions, nous en tant qu'adultes, s'ils ne le font pas d'eux-mêmes, de les pousser à donner leur avis, mais une fois qu'ils ont donné leur avis, par exemple, de donner les raisons pour lesquelles ils ne pensent pas le contraire, ou d'essayer de faire un travail de distinction conceptuelle entre le courage et la honte. Ou sur un autre thème,
c'est assez difficile et extrêmement intéressant d'un point de vue réflexif de distinguer les différences qui peuvent exister entre un ami, un copain, un amoureux. Voilà. Et c'est justement parce qu'on rentre dans ce type de préoccupation qu'on va au-delà d'une simple juxtaposition d'idées que l'on entend et que l'on donne à penser à droite et à gauche, et qu'on rentre dans une communauté à caractère philosophique. Donc, du point de vue de l'adulte, qu'est-ce que l'adulte a à faire avant d'organiser une discussion? C'est une fois que le support, que le thème est choisi et que le support a été présenté aux élèves, c'est chez soi de préparer un petit peu autour du thème. Donc là, je vous mets un exemple de fiche de préparation qui peut être utilisée pour l'étude d'un thème sur le pouvoir. Alors se pose aussi la question, comment on peut faire pour évaluer les habiletés philosophiques des élèves? Alors, je peux répondre à ça de deux manières. La première, c'est qu'on n'a pas besoin d'évaluer les habiletés philosophiques des élèves. C'est-à-dire que ce n'est pas encore dans les programmes scolaires. On ne va pas nous demander des comptes par rapport à un niveau de pensée réflexive à avoir atteint à telle étape de la scolarité. Donc, à ce jour, personne ne nous demande d'évaluer les habiletés philosophiques à travers des programmes d'ateliers de philosophie pour les enfants. En même temps, ce n'est pas parce qu'on ne nous demande pas que ce n'est pas intéressant, et notamment intéressant du point de vue de l'accompagnement des apprentissages. C'est-à-dire que lorsqu'on donne à voir à des enfants les niveaux apparents de maîtrise des habiletés philosophiques, on leur donne la possibilité de se rendre compte des éventuelles erreurs qu'ils commettent et de se rendre compte de ce qu'il leur reste à franchir pour avancer justement dans la maîtrise d'une pensée réflexive experte. Donc, c'est à l'image de ce qu'un pédagogue, Fernand Houry, a créé avec des ceintures de couleurs. On a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des ceintures de philosophes, c'est-à-dire qui symbolisent des degrés différents de maîtrise de ces habiletés philosophiques. Donc le principe, c'est qu'au bout de 2 ou 3 discussions, l'enseignant attribue des premières couleurs de démarrage aux enfants. Et ensuite, les enfants qui ont pris connaissance justement des indicateurs associés à chaque couleur font la demande au début de la discussion de ceux qui souhaitent obtenir une couleur plus foncée. Alors, généralement, on a la possibilité de pouvoir se prononcer que sur 2 ou 3 enfants, ce qui veut dire qu'il y a besoin de tenir à jour une sorte de liste afin que ceux qui n'ont jamais été suivis puissent l'être, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient accompagnés en termes de retour à l'erreur. Mais voilà un exemple d'outil d'évaluation philosophique que l'on peut aisément utiliser dans les classes. Alors en quoi tout ce dont on vient de parler se rapproche d'une éducation à la citoyenneté? Alors je ne vais pas faire de longs discours sur ce que c'est que la citoyenneté. Je m'appuie ici sur cette citation de Colette Crémieux, qui est une des spécialistes de l'éducation à la citoyenneté, justement, et qui explique que être un bon citoyen, ce n'est pas uniquement aller, quand il le faut, voter, mais c'est surtout être en mesure et faire l'effort de s'engager dans la vie de la cité. Voilà. Pour le dire autrement, se préparer à devenir un citoyen quand on est élève, parce qu'on ne peut devenir citoyen qu'à la majorité, hein. Les enfants ne sont pas citoyens, ils sont des apprentis citoyens. Se préparer à devenir un citoyen quand on est à l'école, c'est apprendre à donner son avis, apprendre à participer à des projets collectifs, apprendre à aider quelqu'un lorsque celui-ci ou celle-ci en manifeste le besoin. Et c'est aussi apprendre à participer à un débat démocratique. Donc c'est François Odigier qui a cette expression-là qui me semble bien parler.
et qui explique que c'est en citoyennant que l'on devient citoyen. C'est-à-dire que, en l'occurrence, avec les discussions démocratiques et philosophiques, c'est par l'exercice récurrent de ces situations-là que l'on apprend à développer des habiletés citoyennes. Et donc, il y aurait 4 grandes raisons qui pourraient justifier justement l'appartenance des DVDP au grand champ des dispositifs d'éducation à la citoyenneté. Le premier élément, c'est qu'en développant des habiletés de pensée, les enfants apprennent à lutter contre toutes les formes d'emprise, notamment à l'adolescence, l'emprise des marques ou du groupe, parce que développer des habiletés de pensée, c'est arriver à se convaincre assez rapidement qu'on peut être tout seul à penser quelque chose et avoir raison contre le groupe. Et donc, les avis minoritaires sont peut-être au moins aussi importants que les avis majoritaires. La deuxième raison principale qui permet de relier atelier de philosophie et citoyenneté, c'est la distinction entre les croyances, les opinions et les savoirs, ou la distinction entre l'acte de croire et l'acte de savoir. Et le fait de croire, le fait de développer des croyances ou d'accepter tout un tas de croyances qui correspondent à des vérités révélées est une liberté propre à chaque être humain. On ne peut pas empêcher quelqu'un, qui que ce soit, de croire ce en quoi il veut, mais croire n'est pas savoir, parce qu'un savoir est un élément de culture qui a été construit par des communautés d'experts. Alors que ce qui est de l'ordre de la croyance n'a pas d'origine épistémologique. C'est-à-dire qu'une croyance est le fait d'une foi, alors que l'origine d'un savoir est une construction rigoureuse et savante. Donc c'est intéressant d'expliquer aux enfants la différence entre une croyance, qui est un droit tout à fait légitime, une opinion étant une idée que l'on peut fonder sur un certain nombre d'arguments, et un savoir qui, lui, n'est pas né d'une seule intelligence, mais qui est le fruit de recherches la plupart du temps sur des durées longues. La troisième raison, c'est justement l'apprentissage de la discussion citoyenne, le fait de donner la possibilité aux élèves d'apprendre à parler, d'apprendre à s'entendre parler et d'apprendre à parler à l'intérieur d'une discussion tout en conservant le fil d'évolution de la discussion. Et on voit bien quand on observe ici ou là des discussions entre adultes que c'est loin d'être évident. On est bien là dans des apprentissages extrêmement complexes. Et puis, la quatrième raison, c'est que, alors qui est propre à la situation philosophique, c'est parce qu'il y a des exigences de pensée, parce que tous les participants d'une DVDP sont soumis justement aux exigences d'argumentation, de conceptualisation et de conceptualisation. Toutes les idées ne se valent pas. Et si toutes les idées ne se valent pas, ça signifie qu'on a la possibilité de pouvoir confronter des idées différentes. Et un des indicateurs très, très forts dans la discussion philosophique, c'est celui qui consiste à se rendre compte qu'il y a des climats très sereins au sein des discussions, où les élèves ne se disputent pas, encore moins physiquement, même autour de questions extrêmement sensibles, même celles qui peuvent toucher les marques, la politique ou les religions. Et c'est parce que tous les élèves sont soumis à ces exigences intellectuelles qu'on a le droit de croire ce que l'on veut, mais ça ne suffit pas de croire pour pouvoir fonder une opinion lorsqu'on la partage en discussion philosophique. Et c'est justement ce partage d'exigences qui fait que tout le monde est soumis à l'acceptation des idées des autres, parce qu'on se rend bien compte que face à ces exigences, il y a un principe d'égalité qui nous unit. Et derrière cette éducation à la tolérance
se cache tout simplement quelque chose qui est dans l'actualité ces jours-ci, c'est le principe de laïcité. C'est-à-dire que ce n'est pas une laïcité qui existe pour interdire, mais c'est une laïcité qui est là pour donner la possibilité à chacun, par l'intermédiaire des règles démocratiques et des exigences intellectuelles, de pouvoir à plusieurs essayer de trouver des éléments de réponse qui permettent d'avancer face à des questions sans réponse universelle et définitive. C'est en ce sens-là où les pratiques régulières de discussion philosophique participent pleinement justement à développer cette fameuse éducation à la citoyenneté qui fait la force de l'école française. Voilà, j'en termine en vous donnant une bibliographie sélective avec des ouvrages à la fois théoriques et pratiques dans la mise en œuvre. Peut-être que le plus complet, c'est celui d'Olivier Blom-Rezinski, qui donne un panel de plusieurs méthodes et qui donne des supports pour faire des séquences un peu préparées à l'avance sur une année complète. Vous avez ici les écrits de Michel Tozzi ou de Michel Sasseville, qui est un contemporain des travaux de Matthew Lipman. Vous trouverez aussi des ouvrages, cet ouvrage-là de François Galichet que l'on peut télécharger, qui donne des supports pour proposer des discussions philosophiques à des élèves du cycle 2 au collège. Et puis j'en termine avant vos nombreuses réactions et questions en vous donnant un lien vers une vidéo qui montre des extraits d'une discussion philosophique en classe de cycle 2 et cycle 3. Voilà. Donc tout ça, j'imagine que ça sera mis à disposition par l'intermédiaire de Jérôme et la mission laïque. Oui, tout à fait. Tout à fait, Sylvain. On mettra à disposition le support de ta présentation, si tu l'autorises. On pourra l'envoyer. Comme ça, les gens auront la bibliographie. Tu as terminé, Sylvain? Est-ce qu'on passe aux questions, si des gens ont des questions ou des réactions? Moi, j'ai même été long. Alors, on a eu peu de questions, effectivement, tout le monde est écouté. Voilà, on a eu une réaction de Nelly dans le chat qui disait que les habiletés philosophiques s'évaluent par la souplesse et l'ouverture d'esprit par rapport à ta partie sur l'évaluation. Voilà, c'était la réaction qu'on avait. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à prendre la parole si votre connexion est bonne et que vous pouvez prendre la parole. Bonjour Isabelle Capot d'Agadir, je vais me lancer, même si j'aime pas trop, mais j'ai trouvé votre présentation très complète et très intéressante. Et par contre, quand on se trouve avec des élèves de cycle 2 ou de cycle 3 et qu'il y a un profond désaccord, qui gère le groupe à ce moment-là? Est-ce qu'on laisse davantage les enfants prendre la main ou est-ce que nous, on doit se positionner en tant que... Alors, tout dépend de la nature du désaccord. Moi, je vois 3 types de désaccords qui peuvent se présenter dans une classe. Alors, les premiers, ce sont des désaccords épistémiques, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas d'accord sur la résolution d'un problème. Et là, c'est un traitement didactique. Et ça, en tant qu'enseignant, on a l'habitude. On se sert de ces désaccords justement pour susciter du questionnement et présenter les savoirs scolaires comme étant des réponses justement à l'incertitude qui naît de ces questionnements. Bon. Les deuxièmes formes de désaccords, ça peut être des désaccords sur un caractère relationnel, soit entre 2 ou plusieurs enfants, soit concernant ce qui se passe dans le groupe au sein de la classe. Et de mon point de vue, une discussion philosophique ne peut pas statuer sur ce désaccord. Et à la limite même, j'ai envie de dire que si on propose une discussion philosophique pour essayer de trouver une réponse à ces désaccords relationnels, on risque d'enfouir encore plus les tensions qui existent dans le groupe. Donc ça ne me semble pas
ça ne me semble pas particulièrement utile. Quand il y a des désaccords entre des enfants dans un groupe, alors peut-être qu'on pourra en parler lorsqu'il y aura la session sur les conseils coopératifs, mais aborder le désaccord par l'intermédiaire d'une structure démocratique que sont les conseils d'enfants est une des réponses que la pédagogie peut apporter. Troisième type de désaccord, lorsqu'il y a des désaccords d'idées. Oui, plutôt cela, oui. Voilà. On peut prendre un désaccord qui est souvent dans les salles de classe et qui est intéressant d'évoquer justement du point de vue de l'apprentissage du principe de laïcité. C'est quelle est la religion la plus vraie? Où Dieu existe-t-il? Dans les cultures où c'est possible de se poser cette question, parce que ce n'est pas possible dans toutes les cultures de se la poser. Mais quand on sent que c'est possible, le cadre des exigences intellectuelles facilite justement la confrontation des idées. Parce que celui qui a raison, ce n'est pas celui qui est le plus fort, ce n'est pas celui qui fait partie du groupe le plus nombreux, c'est celui qui arrive à présenter au groupe les arguments qui seront les moins réfutés. Ouais. Voilà. Et en fait, ce travail-là de recherche de réfutabilité des arguments, c'est un travail sans fin. Et on peut, nous, se faire, c'est une expression qu'on utilise, mais l'avocat du diable, c'est-à-dire introduire des contre-arguments par rapport aux thèses qui apparaîtraient comme étant admises par l'entièreté des enfants dans une classe, et de susciter encore plus le conflit, justement par la recherche du doute. Donc, lorsqu'il y a des conflits d'idées sur l'utilisation d'un outil, sur une marque, sur ce qui se passe après la mort, sur la différence entre ce qui est beau et ce qui est laid, le propre de la discussion philosophique, c'est de bien éclaircir ce conflit, de manière à pouvoir bien rentrer à l'intérieur et ne rien laisser de côté. Et une manière de bien rentrer dans le conflit, c'est d'essayer de définir les termes qui déterminent ce conflit, en faisant un travail de conceptualisation. Et les enfants vont se rendre compte assez rapidement qu'ils ont beau ne pas être d'accord en apparence sur les idées, très rapidement, ils vont être d'accord sur le fait que c'est très difficile d'arriver à se mettre d'accord. Et pas en tant qu'enfant, plus en tant que représentant de l'espèce humaine. Voilà un véritable travail d'éducation à la citoyenneté, mais pas uniquement la citoyenneté républicaine. Là, c'est la citoyenneté du monde là, dont il est question. Okay. Merci beaucoup. Tu as des questions dans le chat, Sylvain? Merci Isabelle, Alors, merci pour ta question. Alors Céline, comment éviter les débordements? Où placer le curseur de la liberté d'expression? ce qui est propre à la discussion philosophique, c'est qu'on a la liberté de pouvoir dire tout ce qu'on pense. On peut dire tout ce qu'on pense en discussion philosophique. Toutes les croyances ont leur place, mais toutes n'ont pas le même statut. C'est-à-dire, si on développe l'idée que les extraterrestres existent, on a le droit de le dire en discussion philosophique. Mais ça ne peut être une idée retenue qu'avec la condition qu'elle puisse être fondée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par extraterrestre, travail de conceptualisation, et puis sur quels éléments que l'on peut partager et qui ne sont pas de l'ordre de la croyance, on va pouvoir étayer cette thèse-là. Et donc, c'est parce que toutes les thèses sont soumises aux mêmes exigences de traitement intellectuel qu'il n'y a pas de limite à la liberté d'expression en discussion philosophique. Et ça fait peur parce que, et c'est une des raisons pour laquelle j'avançais tout à l'heure cette précaution de ne pas organiser de discussion philosophique avec des sujets qui sont émotionnellement sensibles. Mais on peut très bien aborder, pas maintenant, mais dans quelques mois, la question de l'utilisation de la caricature comme un support de discussion philosophique. Et c'est le gros avantage justement des ateliers de philosophie que nul autre dispositif en pédagogie ne peut permettre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend toujours dans les médias, dans les actualités,
des philosophes qui défrayent un peu la chronique, parce que le principe de la fonction de philosophe, c'est justement de pouvoir tout dire, de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets. Après, un philosophe n'a pas la possibilité et le pouvoir de dire toutes les âneries et toutes les bêtises, mais le travail d'un philosophe, c'est, lorsqu'il avance une thèse, de pouvoir fonder cette thèse-là. Mais bon, après, le, le travail et la raison d'être d'un philosophe est aussi un travail de problématisation, hein. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'on développe une thèse, on est conscient aussi des arguments qui fondent ce qu'on appelle l'antithèse. Alors, la difficulté à laquelle on est le plus souvent confronté, c'est le relativisme absolu. C'est-à-dire que puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, à quoi ça sert d'échanger? D'où l'importance de proposer ces discussions fréquemment aux enfants, de manière à ce qu'ils se rendent compte qu'à travers ces discussions, ils arrivent mieux à appréhender un certain nombre de problèmes et à développer des postures réflexives face aux situations qu'ils développent. Merci. On a d'autres questions. Alors, des gens qui te remercient beaucoup, Sylvain, pour la présentation, pour pouvoir aussi la mettre en place, Julie, de manière dans sa classe de 23 élèves. Une question de Viviane. Ne convient-il pas de mettre l'accent sur la différence entre les opinions, toutes légitimes, et les faits incontestables? Et le problème, c'est que les faits ne sont pas tous incontestables. C'est la différence entre la vérité et la réalité. Une différence philosophique qui est fondamentale dans la philosophie occidentale. C'est-à-dire que les faits, on peut considérer qu'ils sont incontestables dans le sens où ils sont partagés et où personne ne les conteste. Mais on voit bien que dans l'ère du Trumpisme, c'est devenu un sport international que de contester la véracité des faits. Et donc présenter des faits n'est pas un élément d'argumentation supérieure. Alors, moi, je ne suis pas philosophe de formation, hein, mais ce qui va permettre justement d'aller au-delà des faits, alors les faits, on travaille ce qu'on appelle la raison rationnelle. On s'appuie sur des éléments intangibles. Mais ce qui complète la rationalité, c'est le caractère raisonnable de l'argument. Est-ce que moralement, l'idée que l'on développe, est-ce qu'elle va correspondre à l'universalité du genre humain? Et c'est à partir de cette question-là qu'on va pouvoir aller au-delà des faits et tendre vers l'accès à des formes de réalité. Mais c'est vrai que voilà, je vous suis avec cette idée que c'est un véritable travail pédagogique et éducatif que d'aider à ce que des enfants, même très jeunes, distinguent leurs croyances de leurs opinions et puis des savoirs. Et une manière de les aider à bien identifier les savoirs, c'est de s'autoriser en tant qu'adulte à faire un travail épistémologique sur les savoirs qu'on leur présente, de manière à ce que les savoirs de l'école ne puissent pas être assimilés par les enfants comme ayant le même statut que les vérités révélées dans les structures religieuses. Voilà. Alors, Viviane te remercie. Elle pensait à la différence, oui, entre philosophie et science. Et ça renvoie vers une question d'Aline. Vous parliez de distinguer croyance et savoir. À quel moment et comment apporte-t-on le savoir lors d'une DVDP en élémentaire? Alors nous, en tant qu'adultes, on n'a pas forcément besoin d'apporter des éléments de savoir. On peut le faire si on sent que la discussion patine ou que les enfants, qu'on voit bien qu'il ne s'est pas assez de matière pour avancer dans leur propre cheminement de pensée. Un collègue chercheur là, avec qui j'ai travaillé sur ces questions de philosophie avec les enfants, qui s'appelle Nicolas Go, il prend comme métaphore, pour représenter la pensée des enfants pendant une discussion, il dit que c'est une pensée rhizomatique.
Est-ce que Sylvain est là? Ou est-ce que c'est moi qui ai un problème? Ah, Sylvain, ton micro est éteint. Voilà, Voilà. c'est bon. Mais il n'y a Ok, plus tu as eu un personne. problème. Ça a coupé à la pensée rhizomatique, si je ne me trompe pas. Ouais, mais il n'y a plus personne, Jérôme. Si, Ah, il y a si, du je monde. pense que tout le monde est là. Si, c'est bon. Vous êtes tous là, ouais. Oui, le principe de la pensée rhizomatique, c'est le fait de penser que ce qui se passe dans la tête d'un enfant est équivalent à un rhizome dans un jardin. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Ce qu'on ne voit, ce ne sont que les paroles qu'il prend. Et les paroles d'un enfant, c'est l'équivalent d'un pied de bambou ou d'une pousse de bambou dans un jardin. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, là, il y a un rhizome qui arrive, mais on n'a pas du tout accès au réseau rhizomatique qui se cache derrière cette pousse de bambou. Et c'est un peu la même chose qui se passe dans une discussion philosophique. Le principe n'est pas d'apporter des savoirs pour donner des réponses aux élèves, mais plus de susciter le développement de la réflexivité afin de leur permettre de développer au maximum leur réseau rhizomatique de pensée individuelle. C'est bien éclairant, cette métaphore, effectivement. Deux questions de Julie Tardivelle. Alors, d'une part, elle avait un peu plus tôt dit te demander ce que tu pensais de la coexistence de formes de discussion à visée philosophique dans la classe, les différentes formes dont tu parlais. Et ensuite, tu parlais de 5 formes au début de ton intervention. Et ensuite, elle dit qu'elle pratique les ateliers de réflexion sur la condition humaine toutes les semaines. Et quand le respect de la parole et le fait qu'il rebondisse sur les paroles des autres, elle instaurait une discussion à visée philosophique avec nourrissage et animation de la discussion toutes les 2 semaines. Je te laisse. Alors, c'est dans le chat, je te laisserai aller voir. Je suis peut-être pas assez clair en fait en lisant. C'est ce que j'ai trouvé pour différencier entre ceux qui ont encore besoin d'émergence de pensée, ceux qui ont besoin de stimulation pour aller plus loin. Alors, ce qui est intéressant quand on utilise qu'un même dispositif, c'est que assez rapidement, les enfants passent au-delà de la découverte et l'appropriation du dispositif. Donc, le dispositif devient sécurisant, devient un cadre contenant à l'émergence de la pensée. Quand on change trop ces façons d'organiser les discussions, on demande aux élèves à chaque fois de se réadapter à des nouvelles façons de participer à des discussions. Ce qui peut être intéressant, mais qui est une barrière supplémentaire pour accéder à la pensée réflexive. Et ces barrières-là sont surtout difficiles à franchir pour les élèves les plus fragiles. Alors après, de mettre à disposition d'élèves dans la classe des espaces différents d'expression et de parole, ça c'est intéressant. Parce que peut-être que le biais principal des ateliers de philosophie, c'est qu'ils se font selon le média de la parole. Et arriver à prendre la parole est une habileté qui est loin d'être évidente pour tous les enfants, qui plus est au sein d'un groupe. C'est pour ça qu'il y a des travaux au sein de la chaire UNESCO de philosophie pour les enfants sur, par exemple, le lien entre expression corporelle et philosophie, ou, de manière plus large, art et philosophie, ou sport et philosophie, ou mathématiques et philosophie. Et toutes ces situations-là sont intéressantes pour donner la possibilité, en différenciant les situations, à davantage d'élèves de pouvoir rentrer dans le recours aux 3 grandes familles d'exigences intellectuelles dont j'ai parlé. Après, de faire de la philosophie tout le temps, ça peut être problématique lorsque justement on essaye de transmettre aux élèves un certain nombre de savoirs. Si les élèves ont une pensée critique à chaque fois que l'on essaye de leur présenter des nouvelles règles de géométrie ou de grammaire, ça risque de poser des problèmes par rapport à l'avancée de la séquence que l'on conduit. C'est pour ça que le ritualiser, c'est un rendez-vous en fait qu'on se donne une fois toutes les semaines, une fois toutes les 15 jours. Une question de Jim d'Abidjan. Avec nos élèves, peut-on concilier le philosophe
qui reste ouvert à toutes les opinions, et le citoyen soumis aux lois de la République, qui définissent certaines opinions comme étant un délit, racisme, antisémitisme, etc. Le philosophe n'est pas forcément un citoyen. Platon n'était pas du tout quelqu'un, un démocrate, par exemple. Et le citoyen ne peut pas s'engager dans toutes les formes de pensée à caractère philosophique. Mais les discussions philosophiques sont le lieu où les enfants ont la possibilité de mettre à l'épreuve de l'autre, de l'altérité, des idées qu'ils auraient entendues, qu'on leur aurait données et sur lesquelles ils n'ont pas encore de retour. C'est pour ça que toutes les idées ont leur place dans une discussion philosophique. Et ce n'est pas parce qu'on autorise toutes les expressions qu'à la fin, on accepte toutes les idées. Par le travail philosophique, et c'est ça la force de l'approche citoyenne, par le travail philosophique, on donne la possibilité de discriminer les idées qui sont retenues parce qu'elles arrivent justement à ne pas favoriser quelques intérêts individuels, des idées qui sont écartées parce qu'au final, elles ne correspondent qu'à quelques individus. Par exemple, c'est intéressant de faire la différence avec des enfants entre le terme de liberté et de licence. Parce que la liberté n'est pas la licence. Une licence, c'est un droit de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas la liberté. Parce que la liberté se détermine par justement le fait de ne pas porter préjudice à la liberté des autres. Et ça, ce sont des éléments justement qui permettent de trouver un trait d'union entre des postures philosophiques qui sont sans fin et des postures citoyennes qui obligent à considérer la place de l'autre dans l'exercice de ma propre existence. Julie qui demande qu'elle veut bien les liens vers les différentes formes d'expression pour apprendre à penser philosophiquement. Ouais, là, il faut aller sur le site de la philosophie, de la didactique de la philosophie, qui s'appelle Diotima l'Agora. Je peux l'écrire là dans le chat. Diotima l'Agora. Et donc là, vous trouverez une somme assez impressionnante d'articles justement sur les pratiques de philosophie pour enfants. Il faut savoir que tous les ans est organisé par la chaire UNESCO de philosophie avec les enfants un colloque par l'UNESCO qui est accessible à tout le monde. Et cette année, Covid oblige, ce colloque va se faire de manière numérique. Et lorsque donc c'est au mois de novembre, la plupart du temps c'est fin novembre, et lorsque ces colloques s'organisent, on se retrouve avec des personnes qui utilisent des manières complètement différentes d'organiser des ateliers de philosophie. Au niveau mondial, la méthode la plus utilisée est la méthode Lippmann, parce que ça a été la première déjà dans les années 70, et puis parce qu'elle est utilisée dans la plupart des pays du monde, très très peu en France. Pourquoi très peu en France? Parce qu'en France, il y a la tradition de la philosophie en classe terminale. Et pendant longtemps, on a pensé qu'on ne pouvait philosopher qu'à partir de la classe terminale, c'est-à-dire en parachèvement des études académiques. Encore une autre intervention de Julie. Si j'ai bien compris, ce qui pourrait faire obstacle à l'expression de la pensée pour certains élèves, ce serait la forme d'expression proposée. Ouais, moi, ce que j'ai envie de dire pour l'observer, c'est que ce qui fait obstacle très souvent à la pensée des enfants, ce sont les habitudes de ne pas donner leur avis ou le conformisme, c'est-à-dire le fait d'être d'accord avec les autres pour ne pas se démarquer. Et justement, proposer des ateliers de philosophie où on incite à la différence, c'est une manière de répondre à des postures alternatives. C'est surtout à l'adolescence, où c'est difficile d'arriver à dire « je ». Il y a plein d'ados en discussion philo, quand ils prennent la parole, ils disent « on pense que ». Et quand on leur dit « mais quand tu dis « on », ça veut dire qu'avant la discussion, vous en avez parlé et vous êtes mis d'accord à plusieurs
sur cette idée-là, ça veut dire que qui ici est dans le on. Voilà. Et ça, c'est extrêmement difficile quand on est adolescent d'arriver à dire je. Et c'est peut-être ça qui conduit aussi facilement à l'affirmation de soi et à la construction d'une posture adulte.